Merci, merci. Ça serait l'occasion d'accueillir les personnes qui vont nous suivre en ligne. On démarre avec un peu plus de 5 minutes de retard. Et je vais profiter du temps que le streaming se lance pour inviter les intervenants de la table ronde qui va se présenter là. Je vais inviter M. Vérinck de RTE, M. Marchal de l'ADEME, M. Marignac de Négawatt et Mme Mourlon de la DGEC de bien vouloir me rejoindre ici sur la tribune. Ainsi que le support de présentation, si vous le voulez bien, puisque nous passons à cette séquence 2 qui a vocation à avoir des présentations de différents scénarios pour le mix énergétique de demain. Juste avant, donc, je profite, je pense que le streaming est en cours, donc pour saluer tous les internautes qui nous rejoignent, leur préciser que nous sommes actuellement à Paris en salle avec plus d'une centaine de personnes, ainsi qu'une centaine de personnes sous Zoom qui ont fait un temps d'atelier pour répondre à une question importante. Est-ce que nous avons besoin d'un nouveau programme nucléaire? Il y a eu des travaux à table qui ont permis d'aborder un certain nombre de sujets, ce sur quoi le public est plutôt d'accord, ce sur quoi il est plutôt pas d'accord, s'il a des questions qui l'aideraient à prendre position. Et enfin, s'il y avait des messages à adresser aux parlementaires, on a commencé la restitution, c'est riche, et on va condenser ces éléments dans un compte-rendu. Vous nous rejoignez à un moment de présentation de différents scénarios. Ces scénarios ont été présentés et introduits par M. Badré, président de la commission particulière du débat, ici présent tout à l'heure. On va commencer par M. Vérinck de Réseau de transport d'électricité. Vous êtes directeur exécutif du pôle stratégie, prospective et évaluation. En tant que gestionnaire du réseau, vous êtes chargé d'équilibrer la demande et l'offre électrique. Vous avez réalisé un travail prospectif important en associant plusieurs acteurs qui a abouti à différentes hypothèses de demande électrique et à 6 scénarios d'offres. Donc, on voudrait vous demander de bien vouloir les présenter dans un temps limité à 12 minutes dont vous avez convenu avec la commission particulière. Donc, je vous passe volontiers ce petit boîtier. Alors, bonjour. Ravi d'être ici parmi vous. Je me suis beaucoup posé la question de savoir comment résumer 2 ans et demi de travail et un énorme rapport en 12 minutes. Vous allez dire déjà en commençant par ne pas perdre de temps. Et en allant directement sur une première question, de vous dire, on a fait cette étude au titre de nos missions de service public, comme ça a été rappelé, qui consiste à publier régulièrement un certain nombre d'analyses sur les évolutions possibles du système électrique. Et on l'a fait résolument avec l'idée de montrer quelles étaient les options possibles et en acceptant d'emblée le fait qu'il y en avait plusieurs et qu'elles méritaient d'être toutes regardées par rapport à un prisme technique et dans une analyse systématique. Ces scénarios, nous avons commencé à travailler dessus en 2019 et on a bénéficié d'un moment assez rare, c'est qu'on a réussi à le faire de manière assez technique dans un premier temps. Donc, on a lancé nos 30 GT, nos 6 réunions plénières, et on a pu procéder comme ça jusqu'à leur publication fin 2021 et début 2022. Mais j'insiste sur le point que le travail technique a été essentiel pour tenter de nous extraire d'un certain nombre de polémiques, car l'objet dont je parle n'est absolument pas manichéen, et c'est une conviction très forte de ma part et de toutes celles des équipes qui ont réalisé cette étude. On a fait cette étude également pendant la crise sanitaire, et je pense que ça a modifié. Dans la concertation, c'était très visible un certain nombre des préoccupations parce que les questions de résilience de nos chaînes d'approvisionnement, d'indépendance, etc., se sont posées de manière plus cruciale pendant cette période-là. Et donc, je pense que notre étude n'aurait pas été la même sans cette période-là. Alors ensuite, pour parler de certains jalons clés, la publication début 2021 d'une étude commune entre RTE et l'Agence internationale de l'énergie sur la faisabilité technique de scénarios en haute part en énergie renouvelable. L'objectif était clairement, je le dis ici, de prendre du champ par rapport au débat franco-français sur la question de la faisabilité technique de ces scénarios. Donc, ça, c'était en janvier 2021. Ensuite, la consultation publique
et la publication des principaux résultats de l'étude. À l'issue de ces 2 ans, j'aimerais partager un constat important. L'objet qui a été le plus problématique, le plus clivant dans cette concertation n'est pas renouvelable contre nucléaire. Les questions sur les modes de vie dans la société de la neutralité carbone qui sort de l'abondance sont, à mon avis, beaucoup plus structurantes. Et donc, je suis absolument persuadé que parmi les objets de controverse, celui-là, en tout cas, moi je l'ai ressenti comme de loin le plus important. J'en suis totalement convaincu. Alors, la neutralité carbone, on en a parlé. Vous avez dit 60% d'énergie fossile, environ 1000 TWh. Petite correction, l'électricité, ce n'est pas 40, c'est plutôt 25%. À ma connaissance, il n'y a jamais eu de débat public pour savoir si on voulait être dans une société des énergies fossiles. Et bien, pourtant, c'est la société dans laquelle on est. C'est ça que l'histoire nous a légué. L'objectif de notre étude, c'est de savoir comment on arrive dans une situation en 2050 où des énergies fossiles, il n'y en a plus ou quasiment plus. Et les scénarios de RTE, ils visent à tenter de trouver les façons dont on va faire évoluer notre système électrique et tout ce qui l'entoure pour y parvenir. La première leçon de ces scénarios, c'est effectivement qu'il faut consommer moins d'énergie. Alors, comment on peut consommer moins d'énergie? Quels sont les éléments qui sont étudiés dans ces scénarios? La première chose, c'est de faire de l'efficacité énergétique. Si vous remplacez votre réfrigérateur aujourd'hui, la probabilité qu'il consomme beaucoup moins que celui d'il y a 15 ans est très élevée. Ça, c'est de l'efficacité. Vous ne changez pas l'usage, mais ça consomme moins. La deuxième façon de le faire, c'est de faire de la sobriété. La sobriété, ce ne sont pas les mêmes usages. Vous avez moins de voitures, c'est de la sobriété. Ces 2 termes sont très liés, parfois confondus dans le débat public. Pourtant, ils ne sont pas les mêmes choses. Et nous ne les traitons pas de la même façon dans les différents scénarios. Nous avons un scénario spécifique sur la sobriété. La troisième façon, c'est de remplacer les énergies fossiles par de l'électricité, parce que oui, une voiture électrique, ça consomme moins d'énergie finale qu'une voiture thermique, et une pompe à chaleur, moins d'énergie qu'une chaudière au fioul. Donc, on a ces 3 éléments qui sont regardés dans nos scénarios de consommation. Tous conduisent à une augmentation des besoins en électricité. J'y reviens ici. Alors, on a une trajectoire de référence qui passe d'environ 477 TWh à environ 645. On nous a beaucoup interrogés pour savoir pourquoi c'était si peu, en réalité, puisqu'il faut sortir des énergies fossiles. Les énergies fossiles, c'est 1000 TWh. Alors, comment on peut avoir que ce type d'augmentation? Eh bien, c'est parce que, déjà, l'électricité consomme moins d'énergie finale. Et la deuxième chose, c'est que dans ce scénario, il y a déjà beaucoup d'efficacité énergétique dans le secteur résidentiel et dans le secteur tertiaire. Et donc, notamment, ces scénarios présupposent un effort extrêmement important sur la rénovation thermique, par exemple, des bâtiments. Et ensuite, nous avons travaillé 2 scénarios autour, qui sont 2 scénarios de rupture, l'un autant que l'autre. Le scénario sobriété, avec un changement des modes de vie qui ne sont pas la chasse au gaspillage, c'est bien au-delà des questions d'efficacité énergétique. Ce sont des changements dans l'organisation de la ville, ce sont des changements dans l'organisation de l'habitat. Dans ce scénario, on a 1/3 de voitures en moins et on utilise beaucoup plus les transports en commun. Il y a moins de personnes qui sont présentes au bureau, donc on construit beaucoup moins de surface. C'est ça le scénario sobriété. C'est donc une transformation très conséquente. Ce n'est pas le scénario du Moyen-Âge, hein, j'ai eu l'occasion de le dire, absolument pas. Mais ce sont des transformations très conséquentes de nos modes de vie, et c'est un scénario de rupture. Le scénario dit de réindustrialisation profonde, dans lequel on réinvestit dans un certain nombre de secteurs stratégiques, fortement consommateurs. C'est également un scénario de rupture, parce que ça va à l'encontre de 30 ans de dynamique du commerce international. Et donc, dans ce scénario, effectivement, comme aujourd'hui, une partie du carbone que nous émettons par nos consommations de biens manufacturés dépendent d'imports, eh bien, dans ce scénario, nous consommons plus d'électricité en France, tout simplement parce qu'une partie supplémentaire de biens que nous consommons sont faits sur le territoire national. Donc voilà les scénarios de consommation. Maintenant, une fois qu'on a présenté les scénarios de consommation, bien évidemment, il faut produire plus. Ça pose la question des nouveaux moyens de production. Alors, il y a quelque chose qui est très important. Je vais vite, je suis désolé, mais c'est important de parler de ça. Une prospective énergétique honnête sur 2050 ne fait pas l'impasse sur la fermeture d'un certain nombre de moyens de production actuels et donc du parc nucléaire qui a été construit de manière extrêmement concentrée entre la fin des années 70 et le début des années 90. Si vous prenez l'hypothèse de référence que nous avons concertée très longtemps et qui était en réalité extrêmement consensuelle dans la concertation, que ces réacteurs
ne seront pas exploités plus de 60 ans et que ça n'a rien à voir avec des raisons politiques, parce que nous avons regardé des scénarios où on ne ferme aucun réacteur à court terme. Mais par contre, on en ferme bien quand ils approchent quand ils sont à 50 ou à 60 ans. Eh bien, nous arrivons à l'idée que 1980 plus 60 égale 2040 et que 2040, c'est avant 2050 et que donc la neutralité carbone en 2050 et après sera faite avec des infrastructures qui aujourd'hui n'existent pas. Ce sont celles dont nous devons décider collectivement aujourd'hui. Alors, comment décider de ces infrastructures ? D'emblée, nous avons proposé, et je pense que ce choix méthodologique était consensuel, nous avons proposé 6 scénarios de mix appartenant à 2 familles. Une famille de scénarios où on ne relance pas de réacteurs nucléaires, c'est la famille des scénarios M. Et donc, à terme, quand on ferme les réacteurs nucléaires existants, eh bien, on arrive dans un scénario 100% renouvelable si jamais on veut atteindre la neutralité carbone. Et puis, les scénarios N, qui sont des scénarios dans lesquels on relance des réacteurs nucléaires, mais on lance aussi, on continue l'investissement dans les énergies renouvelables. Ce sont donc des scénarios nucléaires plus renouvelables. Les scénarios N sur le nucléaire se différencient par le rythme de développement des nouveaux réacteurs. La trajectoire N1, 8 nouveaux réacteurs entre 2035 et 2060, c'est celle qui correspond aux 6 réacteurs dont on vous parle dans le dossier du maître d'ouvrage EDF. Alors pourquoi la différence entre 6 et 8 ? Parce que 6, c'est 1 tous les 5 ans à partir de 2035, et comme jusqu'en 2035, 2040, 2045, si on est jusqu'en 2050, ça fait 2 en plus, donc ça fait 8 dans nos scénarios. Et regardez ce scénario, si on fait ça, on est en 2050 avec une part du nucléaire qui est de l'ordre de 25%, donc les 3/4 de notre production d'électricité sont renouvelables. C'est donc un scénario à haute part en énergie renouvelable. N2, c'est 14 nouveaux réacteurs nucléaires. N3, c'est 14 nouveaux réacteurs nucléaires, plus des petits réacteurs modulaires, plus les réacteurs actuels qui sont tous prolongés jusqu'à 60 ans et certains au-delà. Voilà donc les scénarios avec du nouveau nucléaire. Alors, quand on regarde N3, on s'aperçoit bien qu'on a à peu près un équilibre entre la production, entre le nucléaire et les renouvelables. Certains ont dit qu'on peut aller plus haut. Moi, je peux vous dire, je n'ai pas vu d'éléments industriels qui me conduisaient à douter aujourd'hui que N3 soit un scénario haut. Et donc, je garde le principe que c'est à date le scénario le plus élevé que nous avons dans nos scénarios. Quand vous regardez ces scénarios sur le nucléaire, vous en tirez un message sur les renouvelables. Atteindre la neutralité carbone en 2050, et nous en sommes certains, c'est impossible sans un développement des énergies renouvelables. Les scénarios M se distinguent sur 2 éléments. Le premier, c'est la date à laquelle vous êtes 100% renouvelable. Dans M0, c'est en 2050. Par construction, ce scénario vise à atteindre 100% de renouvelables en 2050. M1 et M23, c'est 2060. Ils se distinguent par la logique du déploiement des énergies renouvelables. M1, c'est une logique de répartition diffuse, en allant chercher le plus possible les installations proches des lieux de consommation, et donc notamment avec beaucoup de déploiement du solaire, et notamment du solaire sur toiture, puisqu'on a environ une maison sur 2 qui le peut en 2050, qui a des panneaux photovoltaïques. M23, c'est la logique des grands parcs, la logique des économies d'échelle. Eh bien, quand on regarde ces scénarios, on s'aperçoit que leur principal enjeu, c'est le rythme de déploiement des énergies renouvelables. Il faut, pour être dans ces scénarios, non seulement augmenter le rythme par rapport à aujourd'hui, mais également se placer au-delà du rythme qu'ont atteint nos voisins les plus dynamiques. Il s'agit donc d'être plus rapide que l'Allemagne pour l'éolien terrestre et le solaire, et plus rapide en même temps que le Royaume-Uni pour l'éolien en mer. Donc voilà, je pense, le principal enjeu de ce scénario. Alors ces scénarios, nous les avons regardés selon de multiples coutures, l'analyse technique. Certains peuvent se demander, avez-vous pris en compte le réchauffement climatique? Oui, avec les scénarios RCP 4.5 et 8.5 du GIEC. Nous les avons chiffrés, nous avons procédé à une analyse environnementale et nous avons procédé à une analyse sociétale. J'ai 20 secondes, simplement pour vous dire, pour conclure, qu'il y a un point commun à tous ces scénarios, c'est l'urgence. Nous ne sommes aujourd'hui sur la voie d'en atteindre absolument aucun, et que donc, quel que soit le choix de la représentation nationale, il faudra aller très vite. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, monsieur, pour votre intervention et le respect vraiment impeccable du temps de parole qui donne un signal d'exemplarité à suivre pour les intervenants suivants. Je voudrais passer la parole à David Marchal de l'ADEME, donc directeur exécutif adjoint de l'expertise et des programmes. Donc l'ADEME, c'est un opérateur public qui est dépendant de l'État et qui a réalisé un travail sur les chemins de la neutralité carbone. Donc là, on change de focale, on n'est plus autant sur le mix électrique, on est sur les questions plus globales d'énergie, mais la neutralité carbone, on sait que c'est un critère de fond qui s'impose au choix qu'il faut faire pour le mix électrique. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce travail qui a abouti, me semble-t-il, à 4 scénarios, 4 chemins vers la neutralité carbone? Monsieur Marchal, vous avez 8 minutes. Bonjour, merci de me donner la parole. Alors effectivement, l'ADEME, c'est l'Agence de la transition écologique, c'est un établissement public en charge de ce sujet-là. Et on a souhaité mener et publier l'année dernière 4 scénarios pour étudier la faisabilité d'atteindre la neutralité carbone, pour nourrir le débat de la stratégie française énergie-climat qui est en cours de réflexion. Jusque-là, l'État s'était doté d'une stratégie nationale bas carbone, d'une trajectoire pour atteindre la neutralité carbone. Nous, on a souhaité voir si c'était possible de l'atteindre par plusieurs chemins et de qualifier les scénarios avec des indicateurs techniques, des indicateurs économiques. Alors, dans ce que je vais vous présenter, il y a un zoom sur le mix électrique, mais le mix électrique n'est qu'une partie de cette question plus large. Voilà, donc, pardon. Oui, je ne sais pas. Une pression sur le... Donc, on a proposé 4 scénarios de société. Alors, quand je dis de société, 4 sociétés neutres en carbone en 2050, c'est qu'on a souhaité regarder différents axes qui qualifient la France, différentes France possibles en 2050 et toutes neutres en carbone. On a travailler via des récits pour décrire cette France en 2050, 4 récits, S1, S2, S3, S4, avec des noms, génération frugale, coopération territoriale, technologie verte, Paris réparateur, qu'on peut qualifier selon 3 axes. Globalement, ce qui influence nos récits, c'est la sobriété, plus ou moins forte, entre S1 et S4, les modèles de gouvernance et d'aménagement du territoire, plus local vers le S1, plus mondialisé et globalisé vers le S4, et la logique vis-à-vis de la nature et des impacts environnementaux, beaucoup plus protecteur de la nature dans le S1 et beaucoup plus générateur d'impacts environnementaux dans le S4, mais avec une logique de réparation des impacts. Alors, sur la sobriété, des exemples ont été donnés par Thomas. La sobriété, ça peut aussi concerner dans nos scénarios la consommation de viande, par exemple, avec une réduction de la consommation de viande d'un facteur 3 dans le scénario 1. Ça concerne aussi la mobilité, avec une réduction d'un tiers à peu près des kilomètres parcourus dans le scénario 1 et une augmentation d'un tiers des kilomètres parcourus dans le scénario 4. Ce sont des exemples. Concernant la question de la gouvernance, on a par exemple dans le scénario 3, qui est dans une logique plus globalisée, une importation assumée dans à peu près 50% de l'hydrogène consommé en France dans ce scénario-là, alors que dans les autres scénarios S1 et S2, on est dans une logique un peu plus refermée de production locale. Et concernant les impacts environnementaux, l'exemple que je peux donner sur le scénario 4 concerne les émissions de CO2. Dans le scénario 4, on continue à émettre du CO2 à peu près 2 fois moins qu'aujourd'hui, mais néanmoins, pour atteindre la neutralité carbone, ça ne suffit pas, cette baisse ne suffit pas, et il faut donc capter assez massivement ce CO2 avec des technologies de captage et de stockage du CO2 dont certaines n'existent pas encore vraiment aujourd'hui. Alors, je vous présente ici le bilan énergétique des 4 scénarios de l'ADEME en comparaison à la situation actuelle. Alors, Thomas parlait de 1600 TWh de consommation aujourd'hui. Nous, on a pris comme référence 2015. Donc, on est à peu près à 1772 TWh aujourd'hui. Ce qu'on voit tout de suite dans le graphique de gauche, c'est que dans tous nos scénarios, la consommation d'énergie finale, toute énergie confondue, baisse d'au moins 25% et jusqu'à 56% dans le scénario 1. Ça, c'est bien entendu la question de la sobriété et le rôle de l'efficacité qui permettent, comme Thomas l'a expliqué, d'abaisser les consommations, ce qui paraît assez indispensable pour atteindre cette neutralité carbone. L'autre façon d'atteindre la neutralité carbone, ça va être de modifier l'équilibre entre les énergies aujourd'hui utilisées. Vous voyez dans ce graphique de gauche
En jaune, la part de l'électricité. En rose, la part des combustibles fossiles. En orange, le réseau de gaz. On voit notamment que cet équilibre change dans les 4 scénarios avec une constante, c'est la part de l'électricité qui augmente en part relative. Également la part du gaz qui diminue de façon assez significative, mais qui reste présent dans tous les scénarios. Et la part des fossiles qui disparaît quasiment de tous les scénarios. Et la troisième façon d'atteindre cette neutralité carbone, c'est de décarboner les vecteurs. Donc, on va y revenir après pour l'électricité, mais je veux quand même citer un exemple pour le gaz. Le gaz qui reste ici dans ces scénarios, avec une diminution par 2 à peu près de la consommation de gaz dans tous ces scénarios-là, permet d'atteindre, dans les 3 premiers scénarios, un gaz qui est 80% renouvelable en ayant recours, par exemple, à du biogaz notamment. Je zoome sur l'électricité en passant dans le graphique de droite. Qu'est-ce que ça veut dire sur l'électricité ? On a des scénarios qui, comme RTE, explorent une assez large gamme d'évolution de la consommation d'électricité qui est, dans nos scénarios, une sorte de résultante du reste des hypothèses faites sur les autres vecteurs énergétiques. D'une consommation actuelle d'à peu près 480 TWh, on va aboutir dans les scénarios de l'ADEME à une consommation qui se situe entre 400 dans le scénario S1 à plus de 800 TWh dans le scénario S4, avec des hausses de consommation qui sont liées à des nouveaux usages, notamment la prise en compte de la mobilité électrique, notamment la prise en compte assez importante dans le scénario 2, par exemple, de l'hydrogène, qui constitue une part importante de cette augmentation. Donc, on a ainsi un paysage avec différents niveaux de consommation d'électricité qu'il faut donc couvrir avec des moyens de production. Là aussi, on a pris différentes hypothèses pour couvrir cette consommation d'électricité. Différentes hypothèses qu'on a retenues en cohérence avec le récit des scénarios. C'est-à-dire dans un scénario 1 qui était dans une logique plutôt de localisme, de technologie pas forcément très high-tech, on est resté dans un mix électrique basé un peu comme le scénario M0 sur beaucoup de petites installations, alors que dans un scénario type S3 de l'ADEME, on va avoir beaucoup plus recours à des grandes installations. Sur la droite de ce graphique, vous voyez les mix de production en énergie, la part de chaque énergie dans nos scénarios pour les 4 scénarios. Le point qui est important, c'est qu'à ce moment-là de la réflexion, on a scindé le scénario 3 en 2 sous-scénarios, puisque pour produire à peu près 650 TWh d'électricité, soit on est dans une logique de non-prolongation, de non-renouvellement du parc nucléaire, et donc dans une logique, in fine, de sortie progressive du nucléaire, donc sans renouvellement. Ça, c'est le scénario S3 ENR Offshore, où on a développé massivement les énergies éoliennes flottantes. Soit on se situe dans une logique où, pour faire face à cette consommation, on a besoin de nouveaux EPR, 3 paires d'EPR qui sont modélisés dans le scénario S3 Nuc. Et dans le scénario S4, on a un recours massif 5 paires d'EPR nécessaires pour, de toute façon, produire autant d'électricité. Je termine avec cette diapo sur les résultats économiques qui ont été issus d'une modélisation du mix électrique au pas horaire. 3 points sur cette slide. Premièrement, le niveau de consommation impacte de façon importante le prix de l'électricité, même si globalement sur le graphique de droite, vous pouvez constater qu'on a une faible dispersion des prix dans les 4 scénarios. On peut constater que c'est dans le scénario 2 que le prix baisse le plus. Deuxième élément, par rapport à nos 2 scénarios S3, je suis désolé, je vais dépasser un tout petit peu, l'option nucléaire EPR versus l'option éolien en mer aboutissent à des coûts identiques. Donc, ce n'est pas un argument économique qui doit distinguer ces deux options. On produit autant d'électricité et on aboutit dans les hypothèses qu'on a prises à des coûts identiques. Troisième élément important, le contexte de financement, enfin pour résumer un peu ces 2 points-là, et le niveau de demande impacte beaucoup ces résultats économiques qui sont basés sur des hypothèses pré-crise, hein, je tiens à le dire. Donc, point commun avec RTE, le niveau de demande est majeur par rapport à ces résultats, à quel niveau de sobriété et d'efficacité on aura recours, et deuxièmement, à quel coût de financement on pourra financer ces différentes énergies, y compris EPR. Merci pour ce léger dépassement du temps de parole. Merci pour cette présentation. On va poursuivre avec Yves Marignac, qui est chef de pôle énergie nucléaire et fossile à l'Institut Négawatt,
pour la présentation d'un scénario dit alternatif, au sens où, on l'a dit tout à l'heure, M. Badré l'a dit en introduction, il s'agit de ne pas faire le programme nucléaire. Donc, c'est à ce titre que vous êtes invité à faire cette présentation pour présenter ce scénario, sachant que, vous l'avez compris, et je le dis aux internautes, nous aurons, qui nous ont rejoints, nous aurons dans la troisième séquence la présentation de faire le programme par EDF tout à l'heure. Mais monsieur Marinac, pouvez-vous nous présenter votre scénario? Merci, voilà. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Et, alors, j'ai la chance effectivement de vous présenter un seul scénario qui d'ailleurs n'est pas construit pour présenter cette alternative, mais j'y reviendrai. Je vais vous le présenter en deux temps. D'abord, le scénario Négawatt dans sa globalité, puis un focus évidemment sur la trajectoire électrique. Et je vais commencer par dire quel est l'objectif de ce scénario et par comparaison avec RTE et l'ADEME qui explorent différentes voies d'atteinte notamment de la neutralité carbone, le scénario Négawatt assume de rechercher une voie optimale d'atteinte de la soutenabilité avec l'ambition de dessiner une société apaisée, plus juste, plus désirable. Il s'appuie pour ça sur un certain nombre de valeurs humanistes. Il s'ancre dans l'expérience concrète de terrain des experts de Négawatt qui construisent le scénario. Et puis, il a comme boussole la matrice intégrée de l'ensemble des 17 objectifs de développement durable adoptés par les Nations Unies en 2015. En termes de périmètre, pour être aussi complet et cohérent que possible par rapport à ces objectifs, le scénario s'appuie sur trois modèles couplés qui traitent ensemble de l'ensemble des enjeux associés à l'agriculture, à la forêt, au sol et donc à l'alimentation, à l'énergie dans sa production et dans sa consommation et aux matières premières et bien sûr à travers ça également à l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre. En termes de périmètre géographique, il travaille à l'échelle de la France métropolitaine mais avec un regard constant à la fois sur les enjeux de solidarité et de coopération au niveau international et les enjeux de développement et de résilience dans nos territoires. Et puis en termes temporels, il a une échéance 2050 comme les autres exercices, mais qui est évidemment inscrite dans une réflexion de long terme par rapport aux objectifs climatiques et qui sert aussi à une réflexion sur les inflexions et ruptures nécessaires en termes de politique et mesures à court terme. Le scénario s'appuie sur une action systématique sur les usages, les performances et les ressources. C'est la démarche Négawatt qui commence par la sobriété, on en a déjà parlé, redimensionnement raisonnable des services rendus par la consommation d'énergie, qui se poursuit par l'efficacité, c'est l'amélioration des performances techniques pour réduire les pertes dans toutes les étapes des chaînes énergétiques et va in fine sur les renouvelables avec l'idée très simple de choisir plutôt des ressources basées sur des flux naturels plutôt que épuisant des stocks géologiques. Le bilan global du scénario, et évidemment on n'a pas le temps ici de détailler les différentes actions, c'est à travers une division par deux environ de la consommation finale d'énergie via ces actions de sobriété et d'efficacité et un déploiement à la fois des énergies renouvelables électriques et des autres renouvelables, d'atteindre en 2050 une couverture à 100% de nos besoins par les énergies renouvelables locales. Outre ce résultat important, le scénario assure une neutralité carbone en empreinte à l'horizon 2050, une réduction d'un tiers de notre empreinte en termes de matières premières. Et au-delà de cet enjeu, il assure un certain nombre de bénéfices multiples et partagés par rapport aux différents objectifs de développement durable. Je ne vais pas les détailler, mais on a par exemple une réduction de la pression sur la biodiversité, un cadre de vie, un environnement plus sain, des gains en termes de réduction des inégalités ou de réduction de la précarité énergétique, des gains économiques également, 600 000 créations d'emplois. Et puis le scénario s'appuie aussi sur des régulations, des innovations, des modes de partenariat, de coopération et de gouvernance qui vont dans le sens de cette soutenabilité. La trajectoire électrique maintenant dans ce cadre global, en commençant bien sûr par la question de la demande.
La demande d'électricité dans le scénario négawatt, elle est pilotée à la fois par la sobriété et l'efficacité et par des nouveaux usages. On a une électrification dans tous les secteurs et un nouvel usage qui est la production d'hydrogène. Donc, la demande d'électricité augmente à travers une électrification comme dans tous les scénarios, mais la consommation d'électricité pour les usages finaux se réduit de 10% et surtout le scénario, notamment à travers la performance, la rénovation performante des bâtiments, atteint une réduction de 30% de la pointe hivernale, ce qui est évidemment déterminant pour la sécurité électrique à long terme. Du côté de la production, le scénario s'appuie évidemment sur les nouvelles renouvelables électriques dont la performance et la compétitivité n'est plus à prouver, donc de l'éolien terrestre et marin, du photovoltaïque, dans des niveaux qui restent compatibles avec les enjeux que prend en compte le scénario et qui restent raisonnables en termes de rythme de déploiement. On est sur 18 000 mâts éoliens terrestres en 2050, par exemple. En photovoltaïque, on n'a pas besoin de nouvelles surfaces artificialisées. Et globalement, cette évolution avec le maintien de l'hydraulique et l'introduction de gaz renouvelables dans des centrales pilotables permet, et on l'a modélisé à la fois sur 2020, 2050 et à travers un modèle du CNRS avec 20 années météorologiques en 2050, permet d'assurer l'équilibre électrique avec une réserve de puissance. On a en 2050 un maximum de puissance appelée de 63 gigawatts et une réserve mobilisable en face supérieure à 64 gigawatts. Et avec, c'est évidemment important, une réduction constante des émissions de CO2 de l'électricité, donc pas de recours temporaire à du thermique fossile. Tout ça nous conduit à travers ces options qui sont nécessaires pour plein d'autres raisons à considérer que le nucléaire devient dans notre scénario superflu. Et c'est là qu'intervient la question des risques spécifiques à cette technologie qui n'ont pas été évoqués jusqu'ici, un risque intergénérationnel, risque territorial, risque géopolitique, qui font de cette option, de notre point de vue, une option intrinsèquement moins soutenable et plus difficilement déployable que les énergies renouvelables. Ce qui nous amène à considérer dans notre scénario une trajectoire où il n'y a pas de nouveaux réacteurs, ils ne sont pas nécessaires, d'aucune sorte que ce soit, et une trajectoire centrée sur la gestion du parc existant, sur la maîtrise de cette fermeture, sans pari de prolongation au-delà de 50 ans, en travaillant au lissage et à la flexibilité de la trajectoire pour assurer les enjeux de sécurité électrique, et en travaillant aussi à des enjeux essentiels lorsqu'on projette la trajectoire nucléaire, notamment sur les usines du cycle et l'inventaire final des matières nucléaires sans emploi et des déchets. Tout ça, en conclusion, nous amène, si on essaye de comparer le scénario négawatt 2022-2050 avec le scénario sous-jacent à la proposition du programme de 6 EPR, à considérer d'abord que c'est un scénario de dimensionnement plus raisonnable, qui s'appuie sur un recours diversifié à des solutions diffuses et plus maîtrisables, qui, du point de vue des coûts, est favorable parce que les options sur lesquelles il s'appuie sont compétitives, les coûts sont assez garantis et orientés à la baisse. Qui, du point de vue, j'en termine, qui, du point de vue des risques, présente évidemment une réduction des risques liés au nucléaire, là où le scénario EPR les prolonge pour plus d'un siècle et qui, au final, s'inscrit dans une réduction globale des impacts, dans des nouveaux modes de développement local et une logique de coopération internationale qui en font une option plus sûre, plus robuste, plus soutenable que celle proposée aujourd'hui par le maître d'ouvrage. Merci pour votre intervention. Voilà, je tiens à préciser que voilà, vous avez différents scénarios qui vous ont été présentés. Il y avait quelques documentations à table qui vous les présentaient rapidement.
je pense que les interventions étaient nécessaires pour bien sûr les compléter. Et ce matériel est aussi disponible sur le site internet du débat public et sur le site des différents organismes ici présents. Nous avons une dernière prise de parole qui n'est pas une présentation de scénario, mais qui est plutôt une réaction. Nous accueillons Sophie Mourlon, qui est directrice de l'énergie à la Direction générale de l'énergie et du climat au ministère de la Transition écologique. La Commission souhaitait vous entendre pour connaître la position de l'État au regard des différents scénarios qui viennent d'être présentés. Tout cela en 4 minutes, si vous le voulez bien. Madame Mourlon. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité à intervenir ce soir et merci d'abord à la Commission du débat public d'organiser ce débat dont nous attendons beaucoup et en particulier cette séance sur les scénarios et les différentes options qui s'ouvrent. Ce soir, donc, la Commission a organisé un travail sur les scénarios qui montre un certain nombre d'enseignements sur lesquels la politique énergétique est fondée. L'urgence climatique, je crois elle fait consensus et ça a été montré dans l'ensemble des scénarios que la manière de répondre à cette urgence climatique et à la nécessité de réduire nos émissions de gaz à effet de serre suppose une électrification des usages et donc un travail qui, de ce fait, est important sur le mix électrique, qui bien entendu ne s'arrête pas là. Ça a été dit par certains des intervenants. En fait, la politique énergétique nécessite évidemment une vision plus globale. La politique du gouvernement en matière d'énergie, elle est mise à jour tous les 5 ans. Donc, ce que nous faisons en ce moment, et ce débat public a vocation à l'éclairer, et j'y reviendrai, une concertation qui a également été lancée par le gouvernement plus large sur le mix énergétique, elle a vocation à préparer la mise à jour de cette politique énergétique qui se comportera en particulier un débat parlementaire avec une loi qui sera discutée en 2023. Donc tous ces travaux, pour nous sommes à l'écoute et c'est pour ça que je disais que nous attendons beaucoup de ce débat parce que nous sommes à l'écoute pour construire cette révision de la politique énergétique. Pour le faire, la précédente révision de la politique énergétique, celle que nous appliquons également, a également lancé les travaux de fond qui vous ont été en partie présentés ce soir et qui permettent de préparer les scénarios. C'est en particulier ce qui a été demandé à RTE, les travaux qui vous ont été présentés, un travail très important de 2 ans, très technique, mais également en concertation, ça a été dit, des groupes de travail, et fondé sur une modélisation complète du système électrique, dans tous les scénarios qui ont été présentés par le gestionnaire du réseau électrique qui a les outils pour faire cette modélisation. L'ADEME, opérateur de l'État, a donc, vous l'avez vu, fait des scénarios illustratifs plus larges sur la question de l'ensemble du mix énergétique. Vous avez vu également que dans les scénarios de RTE, 3 des scénarios incluent un programme de nouveau nucléaire, 3 n'en incluent pas. Alors, qu'est-ce qu'on en lit, qu'est-ce qu'on en retient? Une partie des choses ont déjà été dites. Il ne s'agit pas de choisir l'un des scénarios. En 2050, très probablement, c'est aucun de ces scénarios exactement qui se réalisera. Il s'agit de prendre les décisions maintenant et rapidement, comme ça a été dit, puisque pour répondre à l'urgence climatique, en tout état de cause, il nous faut accélérer. Il nous faut accélérer sur la transition. Premier enseignement. Deuxième enseignement, dans tous les scénarios, la réduction des consommations est indispensable. Vous l'avez vu. Autre enseignement, dans tous les scénarios, l'accélération du développement des énergies renouvelables est indispensable. Dernière conclusion que retient le gouvernement et qui est en lien avec le débat d'aujourd'hui, c'est que le recours à une part de nucléaire dans le mix électrique permet d'atteindre de manière techniquement plus réaliste l'objectif de neutralité carbone en 2050. Pour préparer ces décisions, le gouvernement a également lancé des travaux sur la question spécifique du nucléaire et d'un éventuel programme de nouveau nucléaire. Nous avons publié en février, je ne vais pas le présenter là, mais c'est disponible sur le site du ministère, un rapport sur le nouveau nucléaire qui analyse les conditions de réalisation d'un programme, y compris préparation de la filière, coûts, avec un certain nombre d'audits des coûts, calendrier, qualité de réalisation. Ces choses-là sont disponibles sur le site du ministère. Ce sont l'ensemble de ces contributions qui permettent aujourd'hui de préparer et de mettre en concertation les grands éléments de la politique énergétique de demain qui doit être discutée par les parlementaires. Nous avons lancé le 20 octobre dernier, donc c'est assez récent, et cette concertation va se dérouler jusqu'à la fin du mois de janvier, une concertation nationale sur le mix énergétique.
Pour y participer, vous pouvez, dans votre navigateur préféré, demander concertation énergie et vous le trouverez. Nous travaillons en coordination avec la commission du débat public et sous la vigilance d'un certain nombre de garants. Cette concertation s'appelle « Notre avenir énergétique se décide maintenant » et elle a vocation à prolonger les discussions que nous avons pu avoir ce soir pour préparer les éléments de la politique énergétique et la discussion parlementaire de 2023. Nous avons déjà recueilli plus de 10 000 contributions et des réunions publiques vont être organisées dans tout le courant de l'automne. Je vous remercie. Merci, Mme Morlon. Merci à l'ensemble des intervenants et intervenantes. Je vous propose qu'on prenne une vingtaine de minutes d'échange pour pouvoir réagir à ce qui vient d'être présenté. À la fois, ça peut être des observations, des questions sur les différents scénarios. La parole va être donnée, je tiens à le préciser, successivement à la salle, puis sous Zoom, puis on aura Maël Goumri de la commission particulière qui fera une synthèse, relaiera des observations également depuis YouTube. Je vois déjà deux mains levées là, je les ai repérées. Ah, madame, vous avez baissé la main. Non, je ne sais pas si… Non, vous êtes toujours… Donc, je vais demander à quelqu'un de bien vouloir apporter un micro et je vais prendre ces deux personnes-là et une personne dans la salle annexe que je n'ai pas oubliée. Ce n'est pas parce qu'il y a un mur qu'on ne voit pas à travers. Madame, je vous invite à vous lever, à vous présenter et à partager votre observation. Marie-Cécile Brock, je fais partie d'un groupe antinucléaire. J'habite dans la Hague, donc voilà. Je ne comprends pas comment tout d'un coup… Enfin, je ne sais pas, j'ai été assez séduite par les propositions de M. Marignac, je ne sais plus. Ouais. Et tout d'un coup, c'est comme si ça partait, enfin, je ne sais pas, ça semble assez encourageant. On peut arriver avec 100% d'énergie renouvelable. Et puis après, madame qui représente donc le gouvernement nous dit que finalement, ce n'est pas ça qui va être retenu, puisque maintenant, on a à se décider pour savoir ce qu'on veut. Mais les questions, elles sont sans doute orientées. Et ce qui en sortira, à mon avis, c'est que les gens seront pour la reprise des nouveaux réacteurs. Parce que j'ai l'impression que le débat, il n'est pas est-ce qu'on veut de l'énergie nucléaire ou pas, comme le scénario de M. Marignac. Et voilà. Enfin, moi, je suis assez désorientée parce que je ne comprends pas pourquoi on n'élimine pas justement ce nucléaire qui est si dangereux, qui est dangereux par les déchets qu'il produit, surtout dont on ne sait pas quoi faire, si ce n'est les enfouir pour s'en servir plus tard, mais EDF admet qu'il n'a pas encore la technologie pour les traiter actuellement. Il l'aura peut-être plus tard, parce que tous ces gens sont très intelligents. Et on pense qu'on saura s'en servir, mais on ne sait pas actuellement s'en servir. On les enfouit, on attend, puis après on va les mettre à bure. Je vais vous inviter à conclure, madame, si vous voulez bien. Voilà, ouais. Merci. Merci de cette observation. Il y a monsieur également qui est devant. Ce n'est pas vous, excusez-moi, c'est cette personne-là que j'avais repérée. Vous m'excuserez. Monsieur, je vous invite à vous présenter. Pardon, vous tenez le micro, c'est bon. Excusez-moi. Julien Hirondelle, entrepreneur civique. Donc, j'ai une question pour monsieur Thomas Véran, RTE, mais juste quelques observations. 85% du dérèglement climatique est dû à la combustion du pétrole, gaz et charbon. Donc maintenant, là, on parle de débat public, informer le public. Sur le charbon, sur le gaz, il n'y a plus besoin de faire de publicité. En Allemagne, ils sont vaccinés contre le gaz. Par contre, le pétrole, ça, c'est un sujet qui touche le grand public. Et là, on va parler de production d'électricité, vous allez vite comprendre. Le Shift Project a analysé tous les rapports sur l'approvisionnement de pétrole. Les 16 pays les plus grands producteurs de pétrole dans le monde produiront 50% de pétrole en moins d'ici 2050. Ça veut dire qu'on a besoin de beaucoup plus d'électricité pour produire notre électricité, pour satisfaire nos besoins, sobriété ou pas, et en plus proposer de la production d'hydrogène en masse. Les batteries, c'est trop lourd, c'est pas nécessaire, c'est pas pertinent pour les cars, les bus et les tracteurs, et en plus on peut utiliser les navires. Donc la pile à combustible hydrogène, c'est vraiment le vecteur d'avenir pour électrifier complètement la mobilité. Donc nous devons produire en masse de l'électricité, et comme il faut créer des richesses pour financer nos services publics, on va pouvoir exporter de l'électricité et de l'hydrogène à travers le monde.
Donc, en parallèle, on parlait des déchets. On a 2000 ans de réserve à la HAC d'uranium-238. Il faudrait lancer en parallèle les centrales 4e génération qui pourront traiter. Centrale qui a été arrêtée en 1997 pour un accord électoral. Pour les éoliennes, c'est là la question que j'ai posée à M. Vérin, je finis. Le scénario M0 parlait de 200 gigawatts d'éoliennes avec, dans le scénario RTE, 29 gigas de nouveaux thermiques décarbonés. J'aimerais savoir ce que c'est. Et les batteries, de quoi sont composées? Il y a quasiment 26 gigas de batteries. Merci. Je vous remercie. Je vais faire un petit exercice qui est d'aller dans la salle d'à côté pour une 3e observation et puis on pourra passer la parole aux intervenants et intervenantes pour apporter des éléments de réponse. Bonjour à tous. Sylvaine Dion, je représente l'association Les Shifters qui œuvre pour la décarbonation de l'économie. Pour rester sous la barre des 2 degrés, il est important de mettre en œuvre toutes les solutions pour réduire les gaz à effet de serre, donc sobriété, efficacité énergétique, électrification des usages avec énergie renouvelable et nucléaire, on en a parlé. Chez les shifters, on voudrait alerter sur un point, c'est que chacune de ces stratégies, elles sont très risquées. On n'est pas sûr de réussir à faire de la sobriété parce que c'est très difficile à faire accepter socialement. On n'est pas sûr de réussir à construire aussi rapidement qu'il le faudrait toutes les capacités d'électricité décarbonée. Donc, ce qu'on dit, c'est qu'il faut construire simultanément, activer simultanément toutes les stratégies, c'est-à-dire faire en même temps le plus possible de sobriété, d'efficacité énergétique, de renouvelables et de nucléaire. Merci. 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 Je pense que par rapport à cette série de 3 observations, je suis désolé, je vois des mains levées, mais je vous demande de faire preuve de patience puisqu'on va faire réagir les intervenants, puis passer la parole sous Zoom, YouTube, etc. Elle va revenir, mais un peu plus tard en salle. Il y avait eu quelques observations sur la prise de décision, sur le débat parlementaire, et puis des questions, M. Vérin. Oui, j'ai identifié, il y avait une question spécialement adressée à M. Vérin. Je vous signale juste, parce que la question était très technique, qu'il y a un site, sur le site du débat, une possibilité de poser des questions détaillées et d'avoir des réponses détaillées. Mais je demanderai quand même à M. Vérin s'il peut rapidement répondre à la question telle qu'elle était posée. Sur la toute première question qui, de mon point de vue, montrait à la fois la complexité des décisions à prendre, mais semblait faire dire à la directrice de l'énergie des choses que moi je n'avais pas compris dans son intervention. Donc je lui demanderai peut-être de les préciser, en particulier sur le lien avec les décisions relevant du Parlement qui ont été évoquées par Mme Mourlon tout à l'heure. Je pense que ça serait bien que vous développiez ça. Si on peut peut-être... Je vous laisse en 2 minutes une réaction rapide. Merci pour votre question. Si j'ai bien compris, vous m'interrogez sur les 29 gigawatts de thermique décarboné et les 26 gigawatts de batterie dans l'un de nos scénarios. Eh bien, oui, quand on est dans un scénario 100% renouvelable ou un scénario qui repose très majoritairement sur l'éolien ou sur le solaire, on a besoin de ce que certains appellent la capacité de backup. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Alors, il y a certains qui m'interrogent tout le temps en me disant on met des éoliennes, alors comment est-il possible que… Aujourd'hui, il y a 2 backups qui existent, l'hydraulique et le fossile. La France bénéficie des 2. Pas beaucoup de fossiles en France, mais simplement, c'est un système interconnecté. La France, d'un point de vue électrique, elle n'existe pas. Elle est dans un système européen dans lequel il y a déjà beaucoup de fossiles. Si on veut être neutre en carbone, il est plus possible d'avoir un backup fossile. Et on considère que nos capacités hydrauliques ne sont pas extensibles à l'infini. Il y a un débat là-dessus. Il peut y avoir des gens qui sont plus ou moins optimistes sur la faculté de construire de nouvelles installations hydrauliques. Et nous, on est parti du principe qui me semble réaliste sur le fait qu'on pourra en construire certaines en plus, mais pas forcément beaucoup plus. Et donc, il ne reste qu'une seule solution, avoir un système de backup décarboné. En quoi peut-il consister? Des batteries, ça va très bien avec l'énergie solaire. Et puis, quand on a beaucoup d'éolien, on est obligé de savoir supporter des périodes qui sont assez longues sans vent. Pour avoir de tels stocks d'énergie, il y a une seule solution possible, c'est d'avoir des stocks de gaz décarbonés. Dans notre scénario, le principal, c'est l'hydrogène. Ça implique qu'on doive le produire d'abord à base d'électricité décarbonée, le stocker, puis le réutiliser pour produire de l'électricité. Il y a d'autres options possibles, du méthane de synthèse, ça pourrait être du biométhane. Ce qui m'amène à la question importante que vous ne m'avez pas posée, mais qui est très importante. Il y a des risques dans tous les scénarios
C'est très important de l'avoir en tête. Ces risques ne sont juste pas les mêmes et certains sont plus importants pour l'atteinte de la neutralité carbone. Vous voyez, encore à temps. Merci, bravo, bravo. Vous pouvez faire plus court, il n'y a pas de problème aussi. Non, mais je tiens ma... Ouais, Madame Pas Morland. avant, mais pas après. Merci beaucoup. Alors, je laisserai la commission particulière répondre sur le débat public, a-t-il des questions orientées, sur les éléments de mon intervention, effectivement, peut-être plusieurs choses. Évidemment, les présentations qui ont été faites ici ont été très rapides, mais je pense que dans les synthèses qui ont été faites, et vous l'avez bien compris, d'ailleurs, certains intervenants l'ont repris, en réalité, de tous les scénarios qui ont été présentés, nous ne sommes sur la trajectoire d'aucun d'entre eux. Donc, la nécessité, et c'est ce que je disais, les enseignements, c'est il faut faire de la réduction des consommations, il faut faire des renouvelables, on a besoin de faire du nucléaire pour l'équilibrage du réseau électrique, et il faut faire tout ça plus vite. Ça, c'est l'analyse technique sur laquelle, pour l'instant, on est en train de travailler. Mais en réalité, la politique énergétique, ça n'est pas l'administration qui la décide. Il y a une loi qui sera présentée au Parlement et qui sera discutée au Parlement en 2023. Et les parlementaires, on va les éclairer avec l'ensemble des éléments du débat. C'est-à-dire que la synthèse de ces débats, et en particulier la synthèse de la concertation dont je parlais tout à l'heure, elle va être faite par des garants de la commission du débat public et on s'est engagé à la présenter aux parlementaires. On associera également les parlementaires dans l'élaboration du projet de loi et dans les éléments du débat. Et cette discussion parlementaire permettra d'avoir une loi de programmation de l'énergie qui fixera les grands objectifs qu'ensuite nous nous attacherons à mettre en œuvre. Mais il est important d'avoir en tête qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas sur une tendance qui nous emmène à répondre aux enjeux de la neutralité climatique à l'horizon 2050. Monsieur Marignac, peut-être vous avez un mot à ajouter puisque votre scénario était évoqué aussi. Merci, je voulais réagir sur 2 points. Le premier, c'est la question des centrales surgénératrices, puisque ça a été évoqué, et qui en fait renvoie à l'absence dans ce débat de bonne prise en compte des enjeux de sûreté, de sécurité, et des enjeux géopolitiques associés aux différentes options. Aller vers les surgénérateurs, ça veut dire aller vers des systèmes qui utilisent beaucoup plus de plutonium, qui sont intrinsèquement plus dangereux que les technologies nucléaires actuelles. Et dans un paysage où on connaît aujourd'hui la crise en Ukraine et où l'incertitude sur la stabilité géopolitique pour le siècle pour lequel nous engagerait des nouveaux réacteurs, ce n'est pas du tout anodin, et je voulais le souligner. La deuxième chose, c'est la question de mettre, je crois que ça a été dit, faire de tout. Faire feu de tout bois par rapport aux options décarbonées. En fait, ce dont on a besoin, et je voudrais vraiment insister sur ce point, ce n'est pas de mettre de l'argent et de mettre des ressources humaines dans toutes les solutions qui peuvent décarboner. C'est de mettre toutes nos ressources humaines et tout notre argent dans les solutions les plus efficientes. Et de ce point de vue, le nucléaire, parce qu'il est lent, parce qu'il est cher, est la moins efficiente des solutions possibles. Et donc aujourd'hui, tout argent qui est investi dans ce nouveau programme d'EPR est un argent qui est détourné de la capacité d'investir dans les renouvelables, l'efficacité énergétique et la sobriété, parce qu'on peut faire des politiques de sobriété qui atteignent des résultats, et c'est important de le mettre dans cette perspective. Merci. Je voudrais ajouter un mot sur la conduite du débat. Ça a été évoqué par Madame Morland il y a 2 minutes. Je l'ai dit dans mon introduction tout à l'heure, le débat public, il fait suite à une saisine d'EDF sur une proposition de construire 6 réacteurs EPR2 et dont les 2 premiers seraient à Penly. C'est ça qui structure notre débat. Toutes les présentations d'aujourd'hui visaient à dire d'une part quel est le fond de décor stratégique, si je peux m'exprimer ainsi, dans lesquels se situe cette proposition, et quelles sont les alternatives par rapport à la question « a-t-on besoin d'un programme de nouveaux réacteurs ?» La première alternative qui vient à l'idée,
à l'idée, c'est de ne pas faire ce nouveau programme, d'où l'exposé qui a été fait. Sur la présentation de la représentante du gouvernement ici présente, c'est normal, il me semble, pour nous tous qui sommes attachés à la démocratie, que le gouvernement ait une position et qu'il l'exprime, mais Mme Bourlon avait dit elle-même tout à l'heure, et elle l'a redit, que la décision revenait au Parlement et que tout ce que nous faisons ici, les uns et les autres, c'est de donner au Parlement des éléments de décision. Je voudrais juste ajouter, sans être trop long, que là, on est à la deuxième séance du débat. Il y en a beaucoup d'autres derrière, jusqu'à la fin février, des questions comme celle des risques qui viennent d'être évoqués, des déchets qui ont été évoqués plusieurs fois depuis tout à l'heure, de l'économie vont être évoqués au cours de séances futures du débat. Donc, on n'a pas la prétention de traiter tout le sujet aujourd'hui. S'il est un peu plus complexe, ça a été dit par plusieurs intervenants tout à l'heure, c'est un sujet complexe, il faut se donner le temps de l'étudier au fond. Merci. Alors, je tiens à préciser qu'on dérape quand même pas mal sur notre planning et qu'on voudrait vous libérer quand même avant 22 heures, c'est l'objectif. Je vais passer la parole, parce qu'on s'y est engagé, à la salle Zoom pour partager 3 nouvelles observations. On fera un rapide tour sur YouTube et juste après, je pense qu'on passera la parole à EDF pour la présentation du programme par la maîtrise d'ouvrage. Sophia, est-ce que tu nous entends ? Oui, tout à fait. Merci David, merci pour cette prise de parole. Je vais passer très vite la parole à Monsieur Ladonne, puis à Madame Monin et Madame Urago. Donc, Monsieur Ladonne, s'il vous plaît, je vais vous inviter à activer votre micro et caméra pour pouvoir vous exprimer. Bonsoir à toutes et à tous. Oui, je voulais revenir sur la question initiale du débat, qui était: avons-nous besoin d'un nouveau programme de réacteurs nucléaires? Et là-dessus, pour moi, j'ai répondu a priori oui, parce que le changement climatique n'attend pas. Le premier enjeu reste la maîtrise de nos émissions de CO2 via une production d'électricité bas carbone, dont le programme EPR fait partie, mais pas que, en parallèle de la poursuite du fonctionnement du parc actuel, également en parallèle du développement des ENR, sans oublier les notions de sobriété. Tout cela permettant de préserver notre indépendance énergétique, notre atout industriel au profit des enjeux climatiques d'aujourd'hui et de demain. En conclusion, pour moi, il devient urgent de ne pas se tromper de combat dans nos choix de mix énergétique, car la lutte contre le changement climatique n'attend pas. L'enjeu 1 reste la maîtrise de nos émissions de CO2 via une production d'électricité pilotable, bas carbone, dont le nucléaire fait partie. Merci. Merci beaucoup. J'ai Madame Monin également. Si vous voulez bien prendre la parole, Madame Monin, puis Madame Urago. Bonsoir. Bonsoir. Je m'appelle Lauriane Monin, je suis étudiante en master transition écologique, risque et santé. Moi, je voulais revenir sur la question de la sobriété parce qu'il me semble que d'abord, ce n'est pas juste la solution à ce souci de production carbone, ça va être une obligation parce que le nucléaire, c'est au mieux dans... Ah, on ne vous entend plus, Lauriane, j'ai l'impression. Les premières consommations électriques, ça va être cet hiver. Ce n'est pas dans 20 ans quand on aura des magnifiques EPR tout beau tout neuf et que le gouvernement vient de refuser 12 milliards pour isoler les passoires thermiques, ce qui avait été voté par l'Assemblée, mais ils ont décidé de faire passer la loi de finances hors 49.3. Donc encore une fois, est-ce que ce débat va être utile aux parlementaires si le gouvernement laisse les parlementaires discuter, ce qui est encore une autre question. Mais donc, qu'est-ce qu'on fait en attendant? C'est que ce soit les champs d'éoliennes ou les réseaux. Qu'est-ce qu'on fait en attendant? La sobriété, ce n'est pas un scénario pour dans 30 ans. Ce n'est pas un projet pour 2050. C'est une réalité pour cet hiver. Merci. Et à mon sens aussi, la seule solution possible à long terme, parce que toutes les solutions ont un paquet de problèmes. Merci Lauriane. Je vais demander maintenant à Madame Urago de partager son point de vue, sa question. Oui, bonsoir à tous. Dans ce débat, on se demande si notre système électrique peut être rendu plus robuste grâce au nouveau nucléaire. Et ça va ouvrir, je pense, sur les débats suivants, mais je pense qu'il ne faut pas écarter la question économique de ce débat-là. Et il me semble notamment que dans les scénarios ADEME et RTE, pour l'évaluation des coûts de construction des nouveaux réacteurs, on a pris en compte une baisse importante des coûts de construction par rapport à ce qui a été réalisé pour l'EPR de Flamanville. Or, plusieurs acteurs, que ce soit la Cour des comptes dans son rapport sur les EPR ou bien des associations comme Global Chance, estiment qu'une baisse d'environ 40% des coûts de construction
n'est pas réalisable pour la construction des nouveaux réacteurs et que ça pourrait créer une situation financière assez délicate. Du coup, je ne sais pas s'il peut y avoir des réactions sur ce point-là ou pas, sur la question de la baisse des coûts de construction qui a été prise en compte dans les différents scénarios. Merci beaucoup, Madame Urago. Votre question a bien été relayée. Merci. Il y a un élément de réponse. Je passe tout de suite la parole à Monsieur Badri. Oui, je voulais juste dire que sur la toute dernière remarque qui vient d'être faite, nous avons une séance prévue le 1er décembre, si ma mémoire est bonne, à Caen, sur le retour d'expérience de Flamanville, au cours de laquelle précisément la question des coûts sera examinée. Et notamment, vous avez cité les rapports de la Cour des comptes, on a demandé à la Cour des comptes de venir présenter leurs travaux là-dessus. Donc tout ça n'est pas sous le tapis, hein, ça sera évoqué. Merci, M. Badré. Je vais passer la parole à Maël Goumri, membre de la commission particulière, qui va nous dire un petit mot sur ce qui se passe sur YouTube, puisque la réunion est diffusée, comme je vous le disais, depuis maintenant, je pense, une bonne heure. Merci beaucoup, David. Alors, tout d'abord, je voulais remercier toutes celles et tous ceux qui nous suivent sur le YouTube. Il y a beaucoup de connectés, avec quasiment 600 personnes qui se sont connectées sur la plateforme et plus de 300 en permanence, et on les remercie. Alors, plusieurs éléments ont été échangés. Les premiers concernent les choix de la CPDP, ça a déjà été évoqué, mais sur les scénarios qui ont été présentés aujourd'hui, notamment sur l'absence de scénarios très nucléarisés. Il y a déjà eu des réponses, mais néanmoins, il me paraissait important de le rappeler. Par ailleurs, les alternatives à des scénarios très nucléaires ont été beaucoup débattues, et ce, de manière extrêmement technique, avec notamment des questions sur l'implication que le développement des EPR aurait sur le réseau, mais également des questionnements très précis sur certaines sources d'énergie, notamment la biomasse. Est-ce que cette biomasse est développée au-delà du potentiel proposé en France? Est-ce que l'hydraulique est possible, notamment avec une baisse de la consommation? Est-ce prendre un risque de développer l'hydrogène, notamment pour certains participants, à un moment où le stockage avec des batteries, mais également les technologies d'hydrogène ne sont pas encore matures. Une grande question qui s'est posée également sur le chat, c'est la question de l'intermittence des énergies renouvelables et de manière générale des risques que présentent certains scénarios. Cela a déjà été évoqué, mais ce sont des risques autant pour les ENR qui risqueraient d'être développés en complémentarité avec le gaz pour certains participants, que la capacité du nucléaire à ne pas forcément faire face avec un nombre important de réacteurs à l'arrêt. La question de l'acceptabilité des énergies renouvelables a également été posée en relation avec la surface foncière nécessaire. La question du prolongement également des réacteurs actuels au-delà de 40 ans jusqu'à 60 ans a été posée, et certains regrettent qu'il n'y ait pas eu de vrai grand débat sur le grand carénage avec les risques d'accident. La question des déchets a également été évoquée et pour certains participants ne doit pas être éludée. La question internationale a également été posée, je n'y reviens pas, mais je vais plutôt poser quelques questions à nos intervenantes et intervenants. Une première question concerne le prix des scénarios, qui est beaucoup revenu, et ce, sous différentes formes. Mais certains se demandent comment est-ce que le prix des scénarios est calculé, sachant qu'il est indexé sur le prix du gaz. C'est notamment une question pour Monsieur Marignac. Une question de l'ADEME également, pour savoir pourquoi il y a une telle différence de coût par rapport à RTE et les scénarios nucléarisés qui sont moins chers, même lorsqu'il y a des nouveaux EPR, et que ces nouveaux EPR sont au coût de Flamanville. Et une question pour l'ADEME également, pourquoi ne pas avoir fait un scénario S5 qui prend le meilleur des 5 scénarios? Pouvons-nous arrêter d'opposer les leviers pour les associer? Je vous remercie. Merci Maël. On va manquer de temps pour vous accorder 2 minutes si vous voulez bien juste répondre très succinctement à ces 3 questions. Pour les premières observations que Maël a soulevées, je tenais à signaler qu'il y a déjà eu des réponses qui ont été données en ligne par rapport au choix de la commission sur les scénarios qui ont été présentés. La réponse est consultable en ligne. Et puis pour les questions techniques sur les autres sources d'énergie, bien sûr, n'hésitez pas à utiliser le système questions-réponses du débat qui est très efficace à ce sujet. Je prends dans l'ordre, si vous voulez bien, Monsieur Marignac, si vous voulez bien prendre le micro en face de vous. Voilà. Peut-être 1 minute, 30 secondes. Allez, défi. Je vais d'abord dire un mot sur les différents scénarios qui existent, parce qu'il y a effectivement différentes options sur la table. Il est essentiel, de mon point de vue, que les scénarios considérés soient des scénarios qui s'inscrivent à travers une modélisation qui ne porte pas que sur l'électricité,
dans un objectif de neutralité carbone et dans un objectif de réduction de l'ensemble de notre empreinte écologique. Et je pense qu'un certain nombre de scénarios sur la table ne remplissent pas ces critères. Sur la question des prix des scénarios, alors je n'ai pas parlé de prix et de toute façon, dans un scénario comme celui de Négawatt, on regarde plutôt des questions de coût et c'est un peu différent. Et je n'ai pas évoqué le coût global du scénario. Ce que j'ai dit simplement, c'est qu'un scénario comme le scénario Négawatt basé sur la sobriété, l'efficacité et les énergies renouvelables est un scénario qui d'abord dimensionne mieux l'ensemble des coûts et des investissements nécessaires pour renouveler le système électrique. Ça a été dit, hein, c'est devant nous dans tous les cas. Maîtriser la demande, c'est maîtriser les coûts. Ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, c'est que les renouvelables, par leur compétitivité aujourd'hui et leur performance en regard du coût de nouveaux réacteurs nucléaires, sont de nature à couvrir les coûts systèmes supplémentaires qu'engendre la gestion de leur variabilité, et j'insiste sur ce mot plutôt que celui d'intermittence, les coûts systèmes supplémentaires par rapport aux coûts supplémentaires qu'introduisent des EPR dans l'équation économique. Merci, M. Manet. M. Marchal. Oui, peut-être également quelques éléments de réponse. Alors, par rapport à la question sur les coûts des EPR et la différence entre les scénarios ADEME et les scénarios de RTE, alors, on ne présente pas forcément les mêmes métriques, les résultats ne sont pas forcément présentés de la même façon, mais de fait, nos résultats sont très proches de ceux de RTE, à ceci près qu'on a fait notamment, on a pris les mêmes hypothèses sur les coûts de construction. L'ADEME n'a pas de compétences particulières sur le nucléaire, on a pris les hypothèses de sortie de la concertation de RTE. La seule différence, c'est sur les hypothèses sur les coûts de financement. À l'ADEME, on a supposé que les énergies renouvelables bénéficiaient de coûts de financement à moindre coût, notamment vis-à-vis des banquiers et des investisseurs, 5% versus les EPR et les autres technologies non matures qu'on a considérées à 7,5%. C'est ce qui explique qu'il y a une petite inversion des résultats, même si dans les deux cas, les scénarios sont très proches. Deuxième point que je voulais aborder, la question de la sobriété qui a été abordée. Pourquoi ne va-t-on pas plus vite sur la sobriété? C'est aussi un des points forts des résultats des scénarios de l'ADEME. Il y a des scénarios qui sont plus risqués les uns que les autres. Le scénario S1 et le scénario S4 nous semblent tous les deux plus risqués en termes soit d'appropriation sociale pour le S1, soit de technologie pour le S4. Néanmoins, cette question de la sobriété, c'est clairement, et on le voit bien aujourd'hui, celle qui permet d'aller le plus vite par rapport à la construction de tout autre moyen de production. Réduire notre consommation, ça va plus vite. Et cette question de la sobriété ne concerne pas uniquement l'énergie. On voit dans nos scénarios que la question de la sobriété concerne l'usage des sols, que la question de la sobriété va concerner l'usage de la biomasse, que la question de la sobriété va concerner les usages des matériaux, les usages de l'eau, et que globalement, pour l'agriculture par exemple, que globalement les scénarios les plus sobres, S1 et S2, permettent de réduire ces impacts sur tous ces autres secteurs, les matières, l'eau, qui vont peut-être nous rattraper avant la question de l'énergie. Merci, merci. Un dernier mot et on va passer à la séquence suivante. Bien. Après vous, monsieur Vérinck. Sur les 3 questions qui m'ont été posées, je vais respecter les 2 minutes. Première chose pour dire qu'il y a beaucoup de points communs, en réalité, entre 3 choses qu'on oppose tout le temps, les renouvelables, le nucléaire et la rénovation thermique. C'est beaucoup d'investissements et ça prend beaucoup de temps. Et il y a des filières industrielles à faire derrière. Il n'y a aucune solution magique. Tous ceux qui pensent que c'est par un énorme programme nucléaire ou par un énorme déploiement des renouvelables, ou juste par la rénovation thermique, qu'on va régler la question de la neutralité carbone, mais ça ne va pas fonctionner. Ce n'est pas suffisant. Voilà. C'est un point important. Il n'y a pas de solution magique en cette matière. La deuxième chose, sur Zoom, on m'a posé la question sur les baisses de coûts. Dans notre hypothèse de référence, on a effectivement pris des coûts des EPR2 qui sortaient de l'audit commandité par l'État. Ce sont quand même des coûts très supérieurs à ceux du nucléaire existant, mais qui sont effectivement plus faibles que ceux de Flamanville. Je vous rassure, hein, on a pris des baisses de coûts importantes pour l'éolien en mer flottant également. Ce n'est pas que pour le nouveau nucléaire, c'est pour toutes les technologies. Deuxième chose, nos résultats économiques, on a vérifié qu'ils étaient robustes à un cas de figure, c'est le programme EPR2 est réalisé au coût de l'EPR de Flamanville. Donc, on a fait un stress test extrêmement exigeant pour le nouveau nucléaire. Accessoirement, on ne l'a pas fait pour l'éolien en mer flottant. Et puis, troisième point sur la question de l'intermittence. Moi, j'ai ouvert
le sujet de la controverse technique sur la faisabilité des scénarios à haute part en énergie renouvelable dans le rapport avec l'Agence internationale de l'énergie, avec l'AIE. Donc, je ne peux pas être suspect de ne pas vouloir problématiser et poser le sujet sur la table. On a tenté d'expliquer à quelles conditions on pouvait aller vers ce type de scénario. Ces conditions, aujourd'hui, elles ne sont pas réunies. Donc, il n'y a pas de doute sur un point, les systèmes 100% renouvelables, du point de vue technique, ils sont plus risqués pour atteindre la neutralité carbone. Ceux avec du nucléaire occasionnent un certain nombre de risques, mais pour la neutralité carbone, un système ENR avec un système backup décarboné, aujourd'hui, il n'est pas fonctionnel, donc c'est plus risqué. Merci pour ces 2 minutes respectées. Je vais vous inviter à bien vouloir revenir en salle. On va passer à une 3e séquence, si vous le voulez bien. Après, promis, c'est une promesse, on vous redonne la parole. Mais il est 21h30 et on aimerait vraiment finir à 22h. On a une 3e séquence pour connaître la vision d'EDF, qui donc est le maître d'ouvrage qui fait l'objet du débat public. Et j'accueille Antoine Ménager, qui est directeur du débat EPR Panly, ainsi que Catherine Bobby, qui est directrice de la stratégie groupe d'EDF, pour donc une présentation à 2 voix. Merci, bonsoir. J'espère qu'il vous reste un peu de force et d'attention. Normalement, derrière moi, une image va s'afficher. C'est pour vous dire que le débat, c'est aussi pour informer le public et référer à notre dossier du maître d'ouvrage qui détaille vraiment ce qui va vous être développé. C'est le chapitre 1. Non, alors, il n'y est pas. C'est ici. Voilà. Donc, vous avez la synthèse à l'entrée, mais je vous invite à lire vraiment le détail et qui donne notre vision. Qui va être exposée immédiatement par Catherine Bobby, qui est la directrice de la stratégie du groupe EDF. Et je te laisse le micro. Et on vous retrouve après pour les questions. Merci Antoine. Bonsoir à toutes et à tous. Je vais effectivement maintenant partager avec vous la vision d'EDF sur l'évolution du contexte énergétique et sur pourquoi engager dès à présent la construction d'une série de nouveaux réacteurs nucléaires en France est une décision qui est sans regret et qui répond à des impératifs climatiques, économiques et de souveraineté énergétique. Alors, je pense que ce soir, on a tous un objectif commun, c'est bien la lutte contre le changement climatique, c'est un des défis majeurs de notre siècle. Et le consensus scientifique, c'est que pour respecter les accords de Paris, il faut atteindre la neutralité carbone dans le monde aux alentours de 2050. Ça a été rappelé par tous les intervenants, c'est un défi majeur. Aujourd'hui en France, alors qu'on a un des mix de production d'électricité les plus décarbonés au monde, et bien, malgré tout, on a 2/3 de l'énergie consommée en France qui vient des combustibles fossiles, le pétrole, le gaz, le charbon, qui sont fortement émetteurs de CO2 et qu'on utilise pour se chauffer, pour se déplacer et dans nos industries. Donc, l'objectif, c'est bien de radicalement modifier la façon dont on produit et dont on consomme l'énergie en France. Et ça va passer par 2 choses. D'abord, il va falloir consommer beaucoup moins d'énergie. Et puis, il va falloir consommer mieux, consommer une énergie qui n'émet pas de CO2 et donc basculer tous les usages fossiles vers des solutions décarbonées. Peut-être un point qui n'a pas été très, très clair précédemment. L'électricité, elle permet de faire les 2 à la fois. Elle permet de consommer moins et de consommer mieux. Elle permet de consommer moins puisque, comme ça a été dit, quand vous utilisez de l'électricité à la place du fossile, ça permet de consommer beaucoup moins d'énergie. Et puis, ça permet de consommer mieux. On sait d'ores et déjà produire de l'électricité sans émettre de CO2 grâce à des solutions matures, le nucléaire, l'hydraulique, l'éolien et le photovoltaïque. Donc, ce que je vais partager avec vous, c'est bien notre vision de l'évolution de la demande en électricité et puis ensuite, quelles sont les technologies pour répondre à cette demande en électricité. Alors, s'agissant de la demande, on s'appuie à EDF sur les projections qui sont faites dans le cadre de la stratégie nationale bas carbone, dans sa version qui est en cours de concertation, comme ça a été rappelé par Sophie Mourlon. Et ces projections, elles montrent qu'il va falloir activer 3 leviers pour atteindre la neutralité carbone. Le premier levier, c'est le levier de l'électrification des usages dans les transports, dans les bâtiments, dans l'industrie, puisque, comme je viens de le dire, électrifier, ça permet de consommer moins, ça permet de consommer mieux. Peut-être quelques chiffres. Si vous utilisez un véhicule électrique en remplacement d'un véhicule thermique ou encore une pompe à chaleur pour vous chauffer en remplacement d'une chaudière fuel ou d'une chaudière gaz, c'est 3 fois moins d'énergie consommée, c'est 10 fois moins d'émissions de CO2.
Le deuxième levier, c'est le levier d'efficacité énergétique. Je ne reviens pas dessus, notamment avec la rénovation énergétique des bâtiments qui doit être massive dans notre pays. Et puis, le troisième levier, c'est effectivement le levier de la sobriété. C'est un levier qui a été beaucoup évoqué, qui, bien sûr, en termes d'ampleur, dépend de l'ampleur des modifications de comportement, de mode de vie, d'organisation de notre société. Et dans les simulations de la SNBC, c'est un levier qui est activé de manière assez significative. C'est 200 TWh de sobriété. Et donc, on rappelait les chiffres tout à l'heure. On est aujourd'hui en France une consommation d'à peu près 1600 TWh d'énergie en France. Donc, 200 TWh de sobriété avec, du coup, l'activation de leviers qui sont très significatifs pour certains contre-tendanciels par rapport aux tendances actuelles. Et donc, en activant ces trois leviers, comme vous pouvez le voir sur le graphique à l'écran, on va diviser par 2 l'énergie consommée en France à l'horizon 2050 par rapport à aujourd'hui. Et dans le même temps, l'électrification des usages, qui est donc nécessaire pour sortir des fossiles, elle va conduire à une forte hausse de la consommation d'électricité en France pour atteindre à peu près 700 TWh en 2050. C'est la projection de la stratégie nationale bas carbone qui est en cours de concertation. Cette hausse significative, ce n'est pas une spécificité française. Si vous regardez les projections qui sont faites par l'AIE ou par le GIEC à la maille mondiale, c'est une multiplication par 2 de la consommation d'électricité dans le monde. Si vous regardez les projections de la stratégie long terme de la Commission européenne, on est là aussi sur une multiplication par 2 de l'électricité consommée en Europe par rapport à aujourd'hui si on veut atteindre la neutralité carbone. Dernier point, comme vous le voyez sur le graphique, l'électricité, ça représentera à peu près 60% du mix énergétique à l'horizon 2050. Ça veut dire que ça laisse beaucoup de place pour les autres solutions décarbonées à la hauteur du gisement qui est disponible en France, en particulier la chaleur renouvelable et le biogaz. Donc, j'en arrive au cœur du sujet qui nous occupe ce soir. Comment produire de plus en plus d'électricité sans émettre de CO2, 700 TWh en 2050. Ça c'est bien pour sortir des fossiles et décarboner notre économie. Et ça, il faut le faire en garantissant la sécurité d'approvisionnement, la souveraineté énergétique et un coût qui soit abordable pour notre collectivité. Alors, comme l'a dit Sophie Mourlon tout à l'heure, bien sûr, l'objectif, personne ne va dire aujourd'hui quel est le mix optimum en 2050. Il y a bien sûr bien trop d'incertitudes quand on se projette dans 30 ans. Et donc, c'est pour ça qu'il faut s'appuyer sur une démarche où on regarde différents scénarios, des scénarios contrastés. C'est exactement ce qui a été fait dans le travail de RTE présenté par Thomas Vérinck. Et l'analyse de ces scénarios contrastés, elle doit permettre de mettre en perspective 2 choses. La première chose, c'est qu'il faut qu'on regarde les risques, les paris associés aux différentes typologies de mix et finalement, quel est le risque de ne pas atteindre la neutralité carbone si on prend un chemin plutôt qu'un autre. Et puis, la deuxième chose, quand on analyse ces scénarios, c'est que ça doit permettre d'identifier les grands jalons de décision. Un mix de production d'électricité, ça comporte des actifs qui ont des durées de vie longues, voire très longues. Par exemple, sur le nucléaire, on peut parler de 60 ans. Et donc, ça ne se modifie pas du jour au lendemain. Il y a des décisions qu'il faut prendre 10 ans, 20 ans, jusqu'à 30 ans à l'avance. Et donc, la décision qu'on a devant nous dans les mois qui viennent, c'est bien quelles sont les décisions qu'il faut éclairer aujourd'hui. Et puis, en revanche, comment rester manœuvrant et puis quelles sont les décisions qu'il faudra prendre dans 10 ans quand il y aura besoin de prendre et de confirmer les grandes orientations. Et donc, l'objectif, ce n'est pas de décider de toute la trajectoire des 30 années à venir, mais bien de s'orienter dans la bonne voie pour garantir l'atteinte de la neutralité carbone et d'attendre d'autres décisions pour dans 10 ans. Alors, en se basant sur ces critères, quelle est finalement notre analyse côté EDF des scénarios qui ont été présentés par RTE? Le premier enseignement, c'est que les scénarios avec un socle significatif de nucléaire, 40 à 50 gigawatts de nucléaire, et également un parc installé d'énergie renouvelable très important. On parle quand même de 200 gigawatts de renouvelables en France par rapport à 60 gigawatts aujourd'hui. Ces mix, ils permettent de s'affranchir d'une série de paris, des paris industriels et technologiques qui nous semblent risqués et sur lesquels reposent les mix 100% énergie renouvelable. Je propose de partager sur 3 de ces paris. Le premier, sur la partie gauche de l'écran, c'est les rythmes de développement qui sont nécessaires quand vous visez 100% d'énergie renouvelable en 2050 en France. On parle de 11 gigawatts d'énergie renouvelable à déployer tous les ans pendant 30 ans. Donc ça,
nous, ça nous semble héroïque. Je rappelle que sur la dernière décennie, l'installation des énergies renouvelables en France, c'est un peu plus de 2 gigawatts par an. Donc 2 gigawatts par an sur les 10 dernières années, 11 gigawatts par an, tous les ans, pendant 30 ans. Si on regarde un mix qui associe énergie renouvelable et nucléaire, il va falloir de toute façon fortement accélérer, puisqu'on aura besoin de déployer 6 gigawatts d'énergie renouvelable par an. Je rappelle, c'est 2 gigawatts par an, 6 gigawatts par an, pour aller sur un mix équilibré énergie renouvelable nucléaire. Le deuxième pari, c'est qu'il faudrait un renforcement et une reconfiguration extrêmement significative des réseaux, à la fois le réseau de transport et le réseau de distribution, notamment pour pouvoir ramener l'électricité importante qui serait produite en mer vers les centres de consommation en France. Et puis le troisième pari, il a été évoqué suite à une question posée à Thomas Vérinck, c'est le pari des flexibilités très importantes qui seraient nécessaires pour faire face à la variabilité de la production renouvelable d'un mix 100% ENR. Puisqu'on n'aura plus la flexibilité apportée pour le nucléaire. Je tiens à rappeler qu'aujourd'hui, dans le pilotage du système électrique français, le nucléaire apporte de la flexibilité à tous les horizons de temps. Et donc, comme on n'aura plus de flexibilité apportée par le nucléaire, il faudra développer des moyens de stockage intersaisonniers. Il a été rappelé par RTE que l'hypothèse qui est faite par RTE, c'est des moyens de stockage basés sur la flexibilité et donc sur le vecteur hydrogène. Ce sont des solutions qui aujourd'hui ne sont pas matures technologiquement et qui reposent sur un certain nombre de questions, notamment en termes de déploiement des infrastructures logistiques associées à l'hydrogène. Le deuxième enseignement pour nous de l'analyse de RTE, c'est que les mix qui associent nucléaire et énergie renouvelable sont plus résilients aux incertitudes et en particulier aux incertitudes sur la projection de demande du niveau d'électricité qui sera consommé en France en 2050. Pour moi, ça, c'est vraiment un des problèmes ou des risques majeurs des projections qui ont été présentées par Négawatt et aussi dans certains scénarios de l'ADEME. On voit qu'on est sur des niveaux de consommation d'électricité qui sont très significativement inférieurs aux projections de la SNBC, 400, 500 TWh. Et ça repose effectivement, ça a été partagé, sur des hypothèses très fortes en termes de levier de sobriété, avec des ruptures sociétales fortes qui sont du coup intégrées dans ces scénarios. Je prends peut-être juste une illustration sur l'exemple du logement. Le scénario Négawatt intègre une stabilisation des surfaces construites. Ça peut paraître désirable, mais quand vous regardez les sous-jacents associés, est-ce que c'est réaliste de réduire drastiquement le pourcentage de maisons individuelles en France en 2050 par rapport à aujourd'hui, de réduire la taille des logements et de recourir à la cohabitation intergénérationnelle. Si vous pouvez juste me laisser parler, après il y aura une séquence de questions-réponses. Je vous remercie. Et donc derrière, si ces ruptures n'ont pas lieu, eh bien la consommation sera plus élevée et le mix 100% renouvelable ne pourra probablement pas répondre à une consommation plus élevée. Le troisième enseignement, c'est un enseignement sur la souveraineté énergétique. Je pense que c'est un sujet, bien sûr, qui est de plus en plus prégnant quand on voit la crise énergétique qui est la nôtre. Ça peut paraître évident, mais c'est quand même plus prudent de miser sur une diversité technologique en associant énergie renouvelable et nucléaire, de miser sur la filière nucléaire française, c'est la troisième filière industrielle de notre pays, et puis par ailleurs, un mix qui associe énergie renouvelable et nucléaire, il réduit d'un facteur 2 le besoin en matériaux stratégiques et bien sûr, il limite notre dépendance aux importations de technologies. Le dernier enseignement, c'est le coût pour notre société. C'est un point qui est vraiment très important. Là aussi, quand on voit les impacts de la crise des prix de l'énergie sur l'économie française, RTE conclut dans son étude que les mix qui associent énergie renouvelable et nucléaire sont moins coûteux que les scénarios qui visent 100% énergie renouvelable. On parle quand même de 10 milliards d'euros par an entre un mix avec 40 gigawatts de nucléaire et un mix 100% renouvelable. Et sans faire offense au sérieux des études de RTE, notre analyse côté EDF, c'est que cet écart de coût serait en fait bien plus significatif puisque, comme ça a été évoqué tout à l'heure, ça repose sur un certain nombre de paris sur la flexibilité du vecteur hydrogène. Et si ces paris technologiques et géopolitiques échouaient, eh bien, on aurait un coût de la flexibilité intersaisonnière d'un mix 100% renouvelable qui serait bien plus significatif. En conclusion, je pense qu'aujourd'hui, ça a été rappelé assez globalement, on a plusieurs décisions
qui sont sans regret pour sécuriser le chemin vers la neutralité carbone. Elles sont rappelées sur ce slide. La première, c'est qu'il faut consommer moins d'énergie et donc déployer les mesures d'efficacité énergétique et de sobriété. Ça a été rappelé par tous les intervenants. La deuxième, c'est qu'il faut électrifier les usages pour réduire les émissions de CO2 et sortir des fossiles. Il faut accélérer fortement les énergies renouvelables, le photovoltaïque et l'éolien. Mais si on veut un mix électrique robuste, il faut aussi consolider un socle significatif de nucléaire dans la durée. Et ça nécessite d'engager un premier programme de 6 tranches EPR2 avec la première paire sur le site de Penly, puisque ça permet de commencer à renouveler le parc nucléaire existant. Et puis, bien sûr, il va falloir aussi continuer à investir dans l'innovation, dans la recherche et développement, dans toutes les technologies bas carbone, puisque, comme on l'a vu, il y a aussi un certain nombre de solutions qui restent à inventer pour atteindre la neutralité carbone en 2050. En revanche, compte tenu des nombreuses incertitudes qui sont devant nous, il ne faut pas décider du mix 2050, de la répartition précise finale entre les différentes technologies à 2050. Il faut attendre le prochain jalon de décision dans une dizaine d'années, quand il faudra confirmer les grandes orientations sur le mix énergétique français, quand on aura aussi levé un certain nombre d'incertitudes sur la projection de la demande en électricité, sur le rythme effectif de déploiement des énergies renouvelables en France, sur l'évolution des maturités technologiques. Peut-être pour conclure, ça a été rappelé par plusieurs intervenants, il ne faut pas se tromper de combat. Notre combat ce soir, c'est bien de lutter contre le changement climatique. Et donc ça nécessite d'électrifier nos économies, d'électrifier nos modes de vie. Et donc, il va falloir produire plus d'électricité qui n'émet pas de CO2. Et donc, toutes les technologies de production d'électricité bas carbone vont être nécessaires, le nucléaire et les énergies renouvelables. Et donc, il est indispensable de poser la brique des 6 EPR2. J'ai le droit à mes 9 secondes juste pour remercier tous les participants à ce débat ce soir. C'est très important pour nous, à EDF, d'avoir vos retours, vos contributions, et donc de pouvoir nous aider à maximiser les retombées positives du nucléaire, au-delà des atouts qui ont été débattus ce soir. Merci, Madame Bobby. Je vais prendre 2 observations de la salle. Je vois Madame ici et Monsieur là. Je vais dire, voilà, 2 observations. Après, on passera à Zoom. Ah, vous étiez derrière le caméraman. Pas de chance. Bonjour, Elisabeth. Je suis de la CFE-CGC Énergie. Donc, nous sommes aussi alliés avec l'UNSA. Je voudrais souligner que jusqu'à présent, le terme emploi n'a jamais été prononcé au cours de la séance. Pourtant, c'est un critère majeur d'analyse et de criblage des scénarios. La question de l'emploi durable et qualifié, pérenne, doit être considérée de près. Alors, nous considérons que la production électronucléaire, et en particulier le programme des 6 EPR, est de nature à générer des emplois de qualité. Cela va dans le bon sens, mais pour autant, les autres scénarios doivent être aussi examinés parce qu'ils ne se valent pas tous sur cette question. Et puis, j'ai aussi un souci. Nous sommes très attachés dans notre syndicat à ce qu'on apporte une information claire et équilibrée au public. Et c'est vrai qu'à l'instar de ce qui a été rapporté, de ce qui s'est dit sur le web, nous pensons utile que des scénarios à plus forte part de nucléaire puissent être soutenus aussi en tribune. Voilà, c'est important. Nous représentons des salariés, des renouvelables et du nucléaire, de tous les types d'énergie, mais eux aussi, ils ont besoin de se sentir soutenus. Tous les scénarios qui ont été je dirais, y compris le nucléaire, à plus haut niveau, suppose une baisse de la part du nucléaire dans le mix énergétique. Pourquoi pas, mais des alternatives doivent être proposées aussi au débat. Merci. Merci. Il y avait monsieur également ici, s'il vous plaît. Merci. Allez-y, monsieur. Je vous invite à vous présenter. Bon. Gianni Carrozza, je ne représente que moi-même. Et à la question de ce soir, avons-nous besoin d'un nouveau programme nucléaire? Je répondrai résolument oui. Et pour être positif, je vais faire quelques propositions dont je n'ai vu aucune trace dans les annonces du gouvernement.
Pour préserver notre indépendance énergétique, il faut arrêter d'importer de l'uranium du Niger, du Kazakhstan et d'Ouzbékistan, de collaborer avec Rosatom et de financer par ces biais la guerre de Poutine. En prévision de la catastrophe qui nous attend, vu l'état de délabrement des centrales françaises, il faut prévoir l'évacuation de la population et pour cela, nous pourrons mettre à profit les bonnes relations d'EDF avec les organismes d'État russes afin de pouvoir envoyer la population des zones contaminées en Sibérie. Pour résoudre les problèmes des déchets qui s'accumulent à La Hague, en attendant que la science trouve enfin le moyen de les retraiter sérieusement, commençons par arrêter d'en produire de nouveaux. Car, comme vous le savez, si les Romains avaient eu des centrales nucléaires, nous serions encore en train de gérer leurs déchets. Quant aux déchets existants, il faut les stocker en surface, bien visibles, à côté des centrales à l'arrêt, comme un monument à la bêtise humaine qui les a construites en choisissant d'empoisonner l'environnement des générations futures. Cela sera source d'emplois durables et non délocalisables pour des centaines d'années. Enfin, puisque nous avons encore la possibilité d'arrêter les centrales nucléaires avant la catastrophe, arrêtons-les définitivement. Ensuite, seulement, nous pourrions discuter des bienfaits de la sobriété et des renouvelables qu'il aurait fallu développer sans mettre un sou dans le puissant fond du nucléaire. Je vous remercie. Merci de votre intervention. Je vais passer la parole à Sophia pour prendre 2 observations en ligne, si vous le voulez bien. Je suis désolé, je vois bien qu'il y a des mains levées en salle, mais je ne sais pas si vous avez vu l'heure. J'en suis soucieux. Je vais passer la parole à Sophia. Merci David. Du coup, on a une réaction sur Zoom, une observation, une question de Monsieur Laponche de Global Chains, à qui je vais inviter à activer son micro et sa caméra s'il nous entend. Je vous entends. Allez-y, Monsieur Laponche. Je suis absolument sidéré de voir ces exposés en faveur du nucléaire et en faveur de la construction de réacteurs EPR2, alors que l'EPR de Flamanville n'a toujours pas démarré et que les EPR ailleurs dans le monde sont pas vraiment toujours en panne, mais très souvent. Donc je pense qu'il faut un peu de modestie de la part du maître d'ouvrage pour reconnaître qu'aujourd'hui, à peu près la moitié du parc est en panne, en particulier pour des questions de corrosion sous contrainte, et que les EPR sont une catastrophe industrielle reconnue, y compris par le gouvernement et par un rapport très officiel de M. Folz. Donc, tant qu'on est dans cette situation, je ne comprends pas que l'on puisse décider de construire des EPR2 alors que l'EPR de Flamanville n'a toujours pas démarré, qu'il a d'énormes difficultés et que c'est absolument inacceptable. Voilà Merci, Monsieur Laponche. Voilà ce que je voulais vous dire à tous. Merci. Merci beaucoup. Je précise qu'on ne vous voit pas forcément en salle parce que votre caméra est désactivée, donc c'est un petit souci de configuration. Merci. Merci, Sophia. Je m'adresse à Maëlle pour savoir s'il y a éventuellement des observations YouTube qui mériteraient d'être relayées, ou sinon nous allons aller vers la fin de cette réunion. Je ne le cache pas, je suis désolé, mais je vais être en difficulté pour vous passer la parole en salle. Je crois qu'il n'y a pas d'observation sur YouTube. Je ne vois pas Maëlle. Non. Je vais vous proposer une très courte réaction. Juste après, on a une présentation par Juliette qui va venir nous présenter les modalités du débat. Vraiment, vous m'envoyez désolé, mais on a pas mal dérapé et je ne voudrais pas qu'on dépasse 22 heures. Allez-y, Monsieur Ménager. Oui, très court. Donc, désolé, il n'y a pas de questions qui reviennent sur la thématique du soir. Donc, la question de l'emploi, alors elle est en creux puisque derrière la souveraineté énergétique, il y a la réindustrialisation du pays, il y a le développement de la filière industrielle, les 220 000 emplois qui ont été cités. Le programme EPR2, c'est 30 000 emplois sur la durée du programme des 6 réacteurs. Mais ça, on aura l'occasion de le développer dans des séances dédiées. Je regarde M. Badré parce qu'il y a une séance dédiée sur l'emploi, les compétences à venir plus loin dans le débat.
dans la question, je ne sais pas si c'est une question de M. Laponche sur Flamanville, le débat public, là aussi je me tourne vers M. Badret, il a été structuré en partie autour de cette question. C'est le 1er décembre à Caen, hein, sans spoiler M. Badret, l'organisation du débat, mais c'est centré autour de ça. Donc moi je veux bien me lancer dans la réponse à ça. D'ailleurs on l'assume totalement, on en a tiré les enseignements, c'est la genèse de PR2. C'est les leçons apprises, donc on peut partir j'ai le temps, Monsieur Badret, on peut y aller, mais je pense qu'on peut aussi se réserver le 1er décembre à Caen, puisque c'est exactement la thématique du débat qui aura lieu ce jour-là. Merci pour ces observations. On m'a dit que Maël était quand même là pour parler un petit peu de YouTube. Je ne sais pas s'il est là. Non, je ne l'ai pas vu. Bon. Écoutez, je vous propose, parce qu'il est 21h, pardon, excusez-moi, je trébuche, 57. Plusieurs choses. Vos mains levées rejoignent le mot introductif de M. Badret en début de réunion qui disait que cette question, bien sûr, elle est importante pour le débat. Vous avez été beaucoup à ne pas pouvoir venir en salle, beaucoup à ne pas pouvoir venir sur Zoom. La commission réfléchit à des modalités pour prolonger le temps de ce soir. Il y a de toute façon d'autres temps qui traitent d'autres thèmes. Ça va être présenté très rapidement. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on reste raisonnable sur l'horaire de fin de cette réunion et de finir par un mot de présentation justement par Juliette Rode, membre de la commission particulière, sur les modalités du débat, la façon de le poursuivre, puisque bien sûr, le sujet n'est pas du tout épuisé ce soir. Merci David. Oui, absolument, le sujet n'est pas du tout épuisé ce soir. On voit que la réunion, elle est à la fois dramatiquement courte et dramatiquement longue pour pouvoir accueillir aussi du grand public qui ne serait pas déjà un peu intéressé par les questions. Donc, on est vraiment pris un peu dans ce paradoxe. Ça n'est que la deuxième réunion du débat. Il y en a... Alors, pardon, je vais prendre ma petite zapette. Il y en a 10 au total, 8 à venir sur des thématiques que je ne vais pas rappeler parce que vous les avez à disposition sur les petits dépliants ou sur le site internet, sur le chat. Ces thématiques, je l'avais déjà dit la dernière fois, mais elles ne sont pas exclusives d'autres sujets, d'autres enjeux que vous souhaiteriez voir abordés, mis à l'agenda du débat. Et ce sera notamment possible par des cahiers d'acteurs, par exemple, ou encore la plateforme participative. Je voulais juste rappeler l'existence de cette plateforme participative. Aujourd'hui aussi, si vous vous dites, c'est bien beau, mais moi, ce que j'ai dit à ma table ou les choses que j'ai envie d'ajouter après cette réunion, les supports de facilitation, les facilitateurs, je ne suis pas sûre qu'ils aient tout bien noté. Eh bien, qu'à cela ne tienne, vous pouvez tout à fait aller redéposer votre contribution, votre question telle que vous voudrez la formuler sur la plateforme participative. Autrement, on vous donne rendez-vous le 22 novembre. La prochaine réunion publique se déroule à Saclay. Le sujet, c'est qu'est-ce que l'EPR2 ? Et quitte à faire du nucléaire, est-ce qu'on pourrait en faire autrement ou pas? Voilà, donc on zoome et c'est une question plus précise que celle d'aujourd'hui. Et puis, je voulais aussi vous présenter très rapidement un outil qu'on va mettre à disposition et qu'on espère pouvoir attirer plus de grand public, en tout cas pouvoir être pris en main et saisi par des gens peut-être qui manipulent moins ces enjeux au quotidien, qui est un kit du débat dont toutes les restitutions, vous voyez le poster de restitution ici, seront également versées au débat et traitées par la commission particulière comme des contributions à part entière. Voilà, donc vous voyez comment ça se présentera. 5 sujets, on a proposé 5 sujets pour entrer dans le débat, pour faire entrer dans le débat. C'est comme des questions un peu prétexte, des questions pour démarrer la réflexion. Ces 5 questions, ce sont: est-ce que le nucléaire est nécessaire pour lutter contre le réchauffement climatique? Si on construit de nouveaux réacteurs nucléaires, quel modèle de société pour nous et pour les générations futures? Quels sont les risques à faire ou à ne pas faire du nucléaire? A-t-on les moyens de développer de nouveaux réacteurs nucléaires? Et si de nouveaux réacteurs nucléaires devaient être construits, quelles conséquences pour les territoires qui les accueilleraient? Pour chacun de ces sujets, vous trouvez dans le kit des questions pour comprendre, des questions pour débattre, une vidéo réalisée par Fred de l'Esprit Sorcier et puis des ressources pour approfondir. Voilà, c'est le Zoom que je voulais faire ce soir et j'aimerais aussi vous enjoindre, si c'est possible, si vous reste quelques minutes à consacrer à ce débat, à nous faire votre retour sur la réunion de ce soir. C'est vraiment super important pour nous de pouvoir savoir ce que vous avez pensé à la fois du fond et de la forme pour qu'on puisse
améliorer les réunions qu'on propose, le format des rencontres qu'on propose dans les mois qui nous restent pour débattre ensemble. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire ce soir. Merci vraiment d'avance pour vos réponses à ce questionnaire. On insiste sur ce point. Merci Juliette. Je vais proposer à M. Bedret de faire un petit mot de conclusion de cette réunion. Ça va être ultra rapide parce qu'il est tard. Je voudrais juste vous remercier tous de vous être écoutés. C'est le but du débat. Je voudrais remercier les intervenants qui ont passé du temps à préparer tout ça et vous confirmer ce que j'ai dit en début de séance et que David vient de rappeler, c'est qu'on a bien compris et que vous étiez très nombreux à vouloir vous exprimer plus. C'est le but du débat public, donc on est heureux de voir ça et on va réfléchir entre nous. On a une réunion de travail toute la journée de demain. On va travailler là-dessus à la façon dont on peut accueillir mieux au cours des temps qui viennent vos différentes expressions, soit dans des séances de questions-réponses, comme on en a eu quelques créneaux aujourd'hui, soit dans des interventions structurées sur des travaux déjà faits. Donc, merci encore, bonne fin de soirée et à bientôt.